Et la question du jour dans quelques secondes avec une question essentielle liée à une étude de l'INSEE. Pourquoi la ségrégation urbaine en France s'est-elle accentuée? La réponse de Sylvie Foll, professeure d'aménagement et d'urbanisme, dans un instant. Et voici le 7h14 du 1-13, le vendredi 13. Vous avez enfin une raison d'avoir peur. Enfin, tu te ramènes fort en gueule. Je sais que tu peux pas te passer de ma ratatouille. Alors, tu m'entends, Junior? Réponds! Dis quelque chose, merde! 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Selon une étude récente de l'INSEE, la ségrégation spatiale au sein des villes françaises s'est accentuée entre 2004 et 2019. C'est ce que permet de mesurer l'indice de ségrégation qui a augmenté en France dans 30 villes sur les 50 étudiées. Les plus riches et les plus pauvres auraient ainsi tendance à moins se mêler au sein des mêmes quartiers et à vivre donc dans des espaces séparés. Comment expliquer ce phénomène? Bonjour Sylvie Foll. Bonjour. Vous êtes professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'Université de Paris 1. Alors peut-être qu'il faudrait tout d'abord nous définir ce qu'est la ségrégation spatiale. Bien, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de la concentration de certains groupes sociaux dans certains quartiers, ou peut-être pour le dire autrement, on pourrait dire que c'est l'inégale répartition géographique des groupes sociaux dans l'espace. Donc voilà pour la définition générale. Et comment l'INSEE l'a-t-elle mesuré, cette ségrégation spatiale ? Alors, dans cette étude à laquelle vous faites référence, donc elle l'a mesurée à l'aide d'un indice de ségrégation. Alors, il y a beaucoup d'indices de ségrégation. Je ne suis pas spécialiste de ces mesures quantitatives, mais il y en a beaucoup qui ont été faites. Alors, en l'occurrence, c'est l'indice de Theil, donc qui mesure à partir de carrés qui sont dessinés par l'INSEE, donc des carrés de 200 mètres de côté, comment en fait les groupes sociaux se répartissent en fait dans les différents quartiers. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cette étude, Sylvie Foll, alors même qu'on n'a jamais autant parlé de villes inclusives, de villes mixtes, on se rend compte que c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Et j'aimerais que vous nous donniez 2 exemples de villes qui sont de plus en plus ségrégées. Je vous propose d'abord qu'on débute par Marseille. Qu'est-ce qui se passe à Marseille en ce moment ? Alors, Marseille, c'est un exemple intéressant, puisque d'après ce travail de l'INSEE, mais ça confirme simplement des études antérieures. C'est une des villes les plus ségrégées de France, avec en fait des quartiers qui habituellement sont dits des quartiers de banlieue, mais qui sont à l'intérieur de la ville, donc ces fameux quartiers nord de Marseille, donc qui sont des quartiers en partie de logement social, mais aussi de copropriété, mais de copropriété en difficulté, et donc qui concentrent les populations les plus pauvres. Il y a d'autres quartiers plus centraux dans Marseille, comme le quartier du Panier, qui est bien connu également, qui concentrent des populations défavorisées. Et à côté de ça, des quartiers très favorisés, du côté de la mer, avec des quartiers sud qui sont très favorisés à Marseille. Donc voilà, cohabitation en fait à l'intérieur du périmètre de la ville de quartiers très différents sur le plan de leur composition sociale. Donc une ville très hétérogène. Et alors autre exemple de ville hétérogène, alors ça n'est en partie pas une surprise parce qu'on sait que c'est une ville riche, c'est même d'ailleurs aujourd'hui l'illustration de la ville riche parle de Paris, tout simplement. Sylvie Foll, qu'est-ce qui se passe à Paris? Parce que là aussi, il n'y a pas que de la richesse, il y a aussi de la ségrégation, donc de l'hétérogénéité. Voilà. Alors, Paris est un exemple intéressant parce qu'effectivement, c'est une ville riche et une ville qui même s'enrichit, mais qui garde un certain nombre de quartiers qui sont particulièrement défavorisés. Alors, ce sont essentiellement les quartiers qui concentrent le logement social, dans les 19e, 20e arrondissements, mais aussi une partie du 13e arrondissement, par exemple, donc le sud du 13e arrondissement. Et si on prend des quartiers autour de la Porte de la Chapelle, la Porte de Bagnolet, ou encore Stalingrad, là on trouve là encore des concentrations de populations très défavorisées avec à l'extrême inverse des quartiers très favorisés, dont on connaît bien les contours dans le 16e arrondissement par exemple, mais aussi dans le 6e et dans les quartiers très centraux de Paris.
Et puis, il y a des villes, à l'inverse, qui sont moins ségrégées. Par exemple, Lille ou Saint-Étienne. Quelques mots au sujet de ces deux villes. Alors, Lille est une ville ségrégée. Alors bon, parce que l'INSEE raisonne à partir donc des pôles urbains. Donc, c'est pas seulement Lille, mais c'est aussi les villes Ah, qui la l'entourent. métropole Voilà, lilloise. c'est ça. Donc, la métropole lilloise est très ségrégée, puisqu'on a, là encore, hein, donc, à Lille ou dans certaines banlieues favorisées de Lille, donc des populations donc, très favorisées. Mais on a, alors, à l'inverse, là encore, hein, si on regarde du côté de Roubaix ou Tourcoing, là, des concentrations donc, de populations très pauvres, alors à la fois dans les quartiers de grands ensembles, mais aussi dans des quartiers anciens, qui sont donc des quartiers d'accueil en fait, de populations donc, particulièrement défavorisées. Donc Lille, non, n'est pas un exemple de Et alors ville. Saint-Étienne? Alors Saint-Étienne, c'est assez étrange parce que c'est une ville au contraire qui est assez pauvre hein, de manière générale, mais qui, fait cohabiter donc, des populations bon, relativement diversifiées. Donc on a à la fois donc, des populations pauvres et des populations riches, mais qui sont qui sont plus rassemblées donc, dans les mêmes quartiers, qui sont moins séparées donc, dans l'espace, apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont éclairantes sur la situation, donc avec cette étude de l'INSEE, Sylvie Foll, qui montre que la ségrégation urbaine s'étend en France? Alors, Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vous paraissent éclairantes? Alors, d'autres villes qui sont éclairantes, oui, parce qu'on a alors à l'inverse donc des villes alors très riches comme Annecy, qui là encore font cohabiter donc des populations qui sont favorisées avec des populations qui le sont moins. Mais globalement, bon, je pense que l'explication c'est que Annecy donc est une ville globalement riche et donc où il y a peu de populations défavorisées. Mais alors, si l'INSEE dit qu'il y a de plus en plus de ségrégation en France, est-ce que ça ne signifie pas de manière paradoxale que dans ces villes, eh bien, il y a de plus en plus cohabitation entre des personnes très riches, des personnes très pauvres, bref, que les villes ne sont pas finalement uniformes, puisque vous preniez l'exemple de Marseille, c'est caractéristique, il y a un centre-ville qui est pauvre, et puis il y a des riches qui habitent dans d'autres quartiers qui sont principalement les quartiers proches de la mer. Alors effectivement, hein, les villes ne sont pas du tout uniformes, mais tout dépend donc l'échelle à laquelle on regarde donc ces processus. Donc si on les regarde donc à l'échelle d'une commune par exemple, alors on peut effectivement donc constater des situations de mixité sociale, de mélange social. Mais si on regarde donc au niveau des quartiers plus réduits, donc par exemple à l'échelle donc des quartiers qui concentrent le logement social, là on va voir donc des situations de ségrégation qui sont beaucoup plus prononcées. Donc voilà, tout dépend en fait de l'échelle à laquelle on regarde donc ces processus. En quoi les politiques de la ville pourraient-elles réduire ces processus-là, Sylvie Foll? Alors, il y a donc un outil donc, qui est très intéressant, hein, qui est l'outil donc, qui oblige depuis donc, 2000, l'année 2000, donc, une loi, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, donc, qui oblige donc, toutes les communes à construire, les communes urbaines, à construire donc, 20, voire maintenant 25% donc, de logements sociaux. Donc c'est une politique qui est très intéressante, hein, puisqu'elle oblige en fait toutes les communes à accueillir donc, des populations aux revenus plus modestes. Alors le problème, c'est que les effets de cette politique sont relativement limités. Alors, ils sont réels, hein, c'est une politique donc, qu'il faut probablement donc, poursuivre, voire accentuer, mais ces effets sont relativement limités puisque les communes qui sont obligées donc de construire du logement social, alors effectivement en construisent, mais en construisent parfois, voire souvent, dans des quartiers qui sont déjà défavorisés. Et donc ça n'a pas tendance donc à diminuer la ségrégation à l'échelle donc de la commune. Et de plus, il y a un certain nombre de communes qui sont tout à fait réfractaires donc à la construction de logements sociaux. Et donc la Fondation Abbé Pierre a pointé donc le palmarès en fait de ces mauvais élèves de la mixité sociale ou de la lutte contre la ségrégation sociale par le logement social. Et par exemple, on a des communes comme Saint-Maur, comme Neuilly, comme Vincennes, qui préfèrent payer une amende que de construire du logement social. Mais alors, à contrario, en conclusion, Sylvie Foll, il y a aussi des processus de gentrification. On a beaucoup critiqué les processus de gentrification, mais ces processus de gentrification, finalement, ils contribuent aussi à faire venir des riches dans des endroits pauvres. Alors bien sûr, ils ont pour conséquence de faire quitter les pauvres, d'augmenter le prix de l'immobilier. Bref, est-ce qu'il faut
de la gentrification avec du mélange, ou est-ce qu'il faut de la ségrégation qui est là aussi de la juxtaposition de communautés? Votre point de vue de géographe et d'urbaniste. Alors, la gentrification, évidemment, c'est de la mixité sociale, hein, d'une certaine manière, mais c'est la mixité sociale qui est très temporaire, puisque comme vous l'avez évoqué à juste titre, elle conduit donc au départ donc, des populations les plus défavorisées du fait donc, de la hausse des prix immobiliers. Et les marchés immobiliers sont évidemment structurants hein, dans les questions de ségrégation. Et donc, la gentrification conduit donc, au départ de ces populations au-delà donc, des centres-villes. Merci beaucoup Sylvie Foll. Je rappelle que vous êtes professeure d'urbanisme à Paris 1.